Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Audi Actu, vous y êtes et nous y sommes. Ce matin, notre invité, c'est le pasteur Bavon Johannes, qui est le secrétaire général du Front des architectes de la République. Alors, encore une fois, pasteur, bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Voilà, le Front des architectes de la République, qu'est-ce que vous faites au juste? C'est vrai, vous l'avez plusieurs fois dit, mais je vous demande encore une fois. Nous sommes un mouvement politique pour accompagner le processus de la résolution de la crise politique que nous traversons depuis un certain moment. Et nous sommes en activité à tous égards, oui, permettant à ce que les Togolais puissent comprendre les analyses, oui, et l'éclairage sur les faits sociopolitiques qui constituent la crise que nous traversons. Qui constitue la crise que nous traversons. Maintenant, les élections législatives sont annoncées par le gouvernement sur le 20 décembre, conformément à la feuille de route de la CEDEAO. Mais au même moment, l'un des protagonistes, je veux dire la coalition des 14 partis de l'opposition, ne s'inscrit pas dans la même logique que le gouvernement. Est-ce que cela augure le dénouement de la crise? Non, mais la réponse se trouve dans la question. Si la seconde partie prenante est concernée au dialogue pour la résolution de la crise, c'est-à-dire la C14, n'est pas dans une posture consensuelle avec le gouvernement dans l'organisation de ces élections, il est très clair que déjà, ce que la feuille de route même dit est violé parce que la feuille de route a demandé qu'il y ait organisation des élections d'une manière consensuelle. Donc, cela ne peut pas conduire réellement à une réalisation, un dénouement ou une résolution de la crise. Donc, c'est très clair, quoi. Donc, il reste à savoir ici maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que la C14 n'est pas d'accord avec le gouvernement? Donc, et en fin de compte, qu'est-ce qu'il y a à faire? Donc, ce sont des choses comme ça que nous devons nous demander. Donc, ce qui se passe, la raison pour laquelle la C14 n'est pas d'accord avec le gouvernement dans l'organisation, justement, c'est parce que, premièrement, notre problème au Togo, c'est le problème des réformes. Et la feuille de route a demandé qu'il y ait des réformes en amont, et avant qu'on ne parle de l'organisation des élections, ce qui n'a pas été le cas. C'est ce que la feuille, disons, les chefs d'État ou le comité de suivi a encore sorti dans un document transmis au gouvernement, disons, aux protagonistes, il y a, je crois, 2-3 jours. Absolument, vous avez raison. Donc, c'est clair, la démarche à suivre, parce que pour le dénouement de la crise, il a fallu une procédure établie par les chefs d'État. Donc, pour aboutir à une destination ou bien à un résultat escompté, il ne faut pas vicier la procédure. Donc, c'est pourquoi on a demandé que les Mais est-ce qu'on peut escamoter certains points? ça dépend de là où on veut réellement aller pour résoudre la crise. Mais le problème ici, c'est qu'il y a une certaine procédure à suivre obligatoirement. Et cette procédure demande qu'il y ait des réformes d'abord. Mais lorsque le gouvernement a extrapolé cette étape-là et a voulu venir au point de l'organisation des élections, encore faut-il que cela soit fait dans les normes. Mais ici, la C14 constate que le gouvernement, contrairement à ce que la CEDEAO a recommandé, qu'il y aura un nouveau découpage, qu'il y aura un nouveau fichier, et pour que nous ayons des élections crédibles et efficaces. Donc, toutes ces choses n'ont pas attendu, parce que l'institution qui devrait les mettre en œuvre, c'est la nouvelle CENI qui devrait être recomposée et qui doit conduire tout ce processus, disons les différentes étapes. Un chronogramme donné qui sera pris à la CENI. Mais cette CENI n'est pas encore recomposée, elle n'avait pas été mise en place et un train est parti. Oui, le train était parti, mais quand même, à un moment donné, la CENI a été recomposée. Mais les représentants de la C14 n'ont pas encore rejoint peut-être le wagon ou bien ils ne sont pas montés à bord. Mais à écouter le ministre Gilbert Barra la dernière fois chez nos confrères de Radio Canal en Suisse, il disait qu'il a suivi de bout en bout tout ce qui a été fait au niveau de la feuille de route, etc. Et finalement, il retient que la CEDEAO recommande d'aller aux élections
le 20 décembre. Après, on fait les réformes et finalement, on fait les mesures d'apaisement. Et là, du côté de la coalition, il suppose que le ministre Gilbert Bahara serait en train de renverser ce qui a été recommandé au niveau de la feuille de route. Vous, au niveau du phare, comment voyez-vous la situation de ce côté? Bon, nous ne jugeons pas le ministre Bahara, mais nos analyses sont fondées sur le test. Ce qui est intéressant sur l'écrit, c'est que si une phrase est écrite avant une autre, donc dans cette procédure, il est supposé que la première phrase doit être respectée avant la deuxième. Donc ici, on avait parlé des réformes d'abord. Et c'est les réformes, c'est dans les réformes qu'il était question de la recomposition de la CENI. Donc c'est après les réformes là qu'il y aura maintenant le chronogramme établi par la nouvelle CENI, avant de parler des élections. Donc la suite est compréhensible. On n'a pas besoin de chercher à justifier l'injustifiable. Les évêques du Togo ont également fait leur sortie par rapport à la situation politique dans le pays. Et c'était du 12 au 16 novembre dernier à Anékhoy, à Lomé. Et la conférence des évêques du Togo fait constater, je la cite, « De nombreux signaux indiquent des dangers imminents pour notre nation. Alors que se rapproche la date des élections législatives convoquées par le gouvernement, la tension ne cesse de monter et nous redoutons le pire si rien n'est fait à temps pour désamorcer la situation et apaiser le climat. » Fin de citation. Analyse fondée? C'est une analyse fondée et cette analyse est fondée sur les inquiétudes des uns et des autres. Vous allez constater que depuis que le recensement a été enclenché, donc on a commencé par craindre le pire à venir. Donc ici, il faut que quelque chose soit fait. Qui doit faire ce quelque chose? Et quand doit-il le faire? Ça, c'est la problématique et c'est ce que nous allons essayer de répondre ce matin. Parce que maintenant, qui doit faire quoi? Oui, là, c'est la CEDEAO, bien sûr. Et la CEDEAO et les deux parties prenantes. Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire? D'abord, je veux commencer par l'inquiétude des Togolais. Notre inquiétude à nous tous, c'est que voici, nous sommes en crise et un dialogue a été enclenché. Nous avons un interlocuteur en la personne de la CEDEAO. Et Bonamala nous a donné une feuille de route qui est contraignante. Donc, pour les deux parties. Pour les deux parties. Oui. La rigueur de cette feuille de route, c'est elle qui nous permettra de résoudre la crise. Mais la même CEDEAO vient et demande que pour qu'on ait des élections transparentes et efficaces, il faudrait qu'on ait une CENI paritaire. C'est ce qui a été fait. Maintenant, du moins d'une manière théorique, quoi. Bon, donc dans les tests, il a été dit CENI paritaire. Oui. Maintenant, cette CEDEAO... Mais ça a été quand même composé, clopin, avec des gens qu'on n'a pas acceptés et tout. Bon, de toute façon, la même CEDEAO nous dit, voyez, vous allez avoir maintenant un nouveau découpage avec de nouveaux fichiers et avant de commencer les choses. Et ce travail doit être fait avec l'appui de nos experts à la nouvelle CENI. La nouvelle CENI n'est pas encore mise en place. Les experts qui doivent travailler avec eux pour le chronogramme et tout, et pour la technicité des travaux, ces personnes, on ne les a pas vues. Mais une ancienne CENI qui est caduque en droit s'est mise à travailler et à avancer avec son train. Donc, au même moment, la CEDEAO rappelle les gens, et je veux dire les acteurs, et leur dit il faudra maintenant que l'UFC, que la C14 n'approuve pas dans la CENI, se retire. Oui. Donc cela veut dire que la CEDEAO est toujours dans la logique de sa feuille de route. Notamment la composition paritaire de la CENI. Voilà. Donc maintenant, là où le bas blesse, là où nous sommes confus, c'est que normalement, la CEDEAO qui nous a dit, qui est en train de nous conduire comme ça, normalement, cette CEDEAO devrait agir en stoppant le processus électoral unilatéral ou en demandant qu'il y ait des travaux de correction profonds. Donc cela demande qu'il y ait recul de la date des élections législatives, permettant à ce qu'il y ait des preuves rendues au peuple par rapport, afin que les gens sachent que là où il y a des fraudes qui ont été dénoncées sur les réseaux sociaux, ces fraudes ont été corrigées et tout.
pour donner confiance au peuple qu'ils vont à une élection qui n'est pas tournée en bourrique. Mais on vous a quand même dit au niveau de la CENI que si quelqu'un a des preuves que peut-être le fichier comporterait des anomalies, de faire le contentieux tel que cela est recommandé dans les textes. Non, écoutez, mais quand même, je vous fais observer que jusqu'à ce jour, la liste provisoire du fichier électoral n'est pas encore publiée, affichée, jusqu'à ce qu'on ne fasse le contentieux pour que tout cela soit corrigé, mais les élections se tiennent dans moins d'un mois. Monsieur Joachim, et pourtant nous allons à une élection lorsque des gens relèvent des incongruités dans les travaux, on ne leur a pas donné... Donc il n'appartient même pas à cette CENI-là de faire ce travail. Parce que cette CENI n'en a pas la compétence. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, le problème ici, c'est de comprendre qu'est-ce que la CEDEAO est en train de faire. Alors là, est-ce ça dire que la CEDEAO n'arrive toujours pas à bien jouer son rôle dans la résolution de la crise? Voilà, c'est sur ce point que je veux venir ce matin. Ouais. Parce que nous sommes en politique et le parti au pouvoir peut faire toutes ces magouilles, les fraudes et tout. Il peut faire n'importe quoi, amoral, pour atteindre et se garder au pouvoir. Le parti de la C14 aussi peut faire n'importe quoi pour pouvoir atteindre le pouvoir. Mais ce qui est important pour les Togolais, c'est ce que la CEDEAO a en tête. C'est ce que la CEDEAO est en train de poursuivre. Et pour cela, nous avons deux hypothèses. Oui. Au niveau du phare, la première hypothèse est celle qui inquiète tout le monde. C'est l'hypothèse du complot. Peut-être que la CEDEAO est en train de comploter contre les Togolais, marchander avec notre crise et se bourrer les poches des individus les uns les autres avec des milliards de l'OME2. Parce que le Togo a une finance qui est un miel et un gâteau à dévorer à chaque fois qu'ils se tuent entre eux. Donc profitons immédiatement pour nous enrichir avant qu'on leur donne une solution bancale. Ça, c'est une hypothèse. Mais quand même, de ce côté et du point de vue global, ce sont les chefs d'État qui ont décidé. Chacun est quand même ce qu'il doit être de chez lui. Et qui n'a pas besoin forcément peut-être de venir surfer sur peut-être les milliards de Togolais qui constituent le Non, c'est pas les chefs d'État qui font ce travail aujourd'hui. Il y a des commissaires, il y a des personnes que nous ne connaissons même pas. Donc c'est une hypothèse que ce serait possible. Je ne dis pas que c'est ce qui se passe. Non, c'est une hypothèse. Une hypothèse. Donc ce n'est que des idées que nous faisons. Mais c'est la première hypothèse qui inquiète les gens. Parce que cela s'est déjà produit une fois en 2005. Où on a roulé les Togolais en farine, en fin de compte, maintenu un président. Et il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de morts. Donc vous voyez, aujourd'hui, les Togolais ont peur de cette situation. C'est ce que la CET a également soulevé en disant, lors de leur conférence, que beaucoup de citoyens s'interrogent sur l'avenir de notre pays face à la radicalisation des positions des différents acteurs politiques. Jusqu'à quand va durer ce cycle infernal des violences? Donc c'est ça. Donc, ils sont dans la logique de cette inquiétude du cas où le Togo serait un objet de commerce maintenant, un fonds de commerce pour certaines personnes qui verront blanc mais l'appelleront noir, qui verront noir mais l'appelleront blanc. Ça c'est la première hypothèse. Mais quelles seront ses conséquences? La conséquence c'est que la crise ne sera pas résolue. Deuxièmement, le pays ne connaîtra jamais la paix parce qu'il y aura toujours le feu et le sang. Or, la CEDEAO ne s'inscrit plus dans la ligne de... Il faut avoir une tension ouverte quelque part. Tout à fait. Disons un conflit ouvert. Vous voyez, donc la conséquence, autre conséquence, c'est que il pourrait y avoir guerre civile entre les Togolais. Autre conséquence, c'est que si on impose dans les conditions d'organisation élection bancale aux Togolais, alors le président de la République qui est maintenu au pouvoir par la CEDEAO deviendra maintenant la raison pour laquelle les Togolais pourraient rentrer dans toute forme de terrorisme. Le feu qui va brûler au Togo, ce n'est pas l'étincelle qui ira vers les autres qui nous ont maintenu dans la condition, mais son foyer sera chez eux. Là, c'est les conséquences. Je ne sais pas si vous voyez. Autrement dit, la CEDEAO sera affectée aussi par une crise. S'il gère mal... S'il gère mal cette situation, voilà les conséquences possibles dans cette première hypothèse. Oui. La seconde hypothèse que nous nous permettons d'épouser, c'est celle-ci. D'abord, il y a des ombres d'incompréhension. La même CEDEAO est en train de laisser couler UNIR dans le processus électoral.
cette CEDEAO qui devrait l'arrêter ne dit rien. On nous dit qu'il y a 2 experts qui étaient venus pour faire leur rapport jusqu'aujourd'hui. Le rapport n'est pas encore sorti. Mais du moins, le rapport du constitutionnaliste est sorti et la CEDEAO impose à l'État togolais de suivre. J'en viens. Donc, le rapport sur les élections, on n'arrive pas à obtenir tout cela. Et pourtant, la CEDEAO est en train de garder silence. Vous comprenez? Le G5 est en train de garder silence. Donc il y a une confusion. Mais au même moment, la même CEDEAO est en train de garder la nouvelle CENI recomposée. Elle n'a jamais dit que cette CENI ne fonctionne plus. Troisième chose, troisième point, indice très important, c'est ce que vous venez d'évoquer, le rapport de la Constitution sur les réformes, le rapport sur les recommandations des réformes constitutionnelles de Alioune Fall. Donc vous allez voir que et cette recommandation, ou bien ce rapport, nous amène vers réellement de vraies réformes constitutionnelles, où le mandat est limité. Non seulement limité, mais en aucun cas, nul ne fera plus de 2 mandats, mais sous aucun prétexte, il ne peut pas y avoir des réformes concernant certaines dispositions. C'est-à-dire que, cela veut dire que la CEDEAO est en train de nous dire quelque chose que le peuple togolais doit comprendre. Et elle a recommandé, cette même CEDEAO a recommandé que ce que le constitutionnaliste ou l'expert constitutionnaliste a recommandé que cela soit pris en compte. Mais pasteur, s'il vous plaît, comment comprendre cet aspect de la chose? C'est-à-dire, le constitutionnaliste est là, il travaillait, il a déjà pondu son rapport, mais le gouvernement l'a court-circuité en quelques mots en envoyant son propre projet à l'Assemblée nationale qui ne prend pas en compte les observations ou disons les recommandations de l'expert. Vous avez fait une observation pertinente, très pertinente, parce que cela veut dire que si la CEDEAO était de mèche avec le pouvoir de Lomé-II, elle allait se taire et n'allait pas divulguer le rapport de son expert constitutionnaliste. C'est pourquoi je vous dis que notre deuxième hypothèse au niveau du phare nous conduit par ces indices à croire que si la CEDEAO permettait un nouveau découpage, de nouveaux fichiers, et que les élections législatives devenaient transparentes, crédibles et efficaces, dans les conditions actuelles, l'opposition forcément aurait une majorité écrasante à l'Assemblée. Quel que soit ce que UNIR aura à faire. Si les choses se passent. Si les choses se passent clairement. Normalement, alors l'opposition aura une majorité écrasante à l'Assemblée. Or, dans cette condition, avec cette majorité, qu'est-ce qui se passerait? Donc, à partir de 2019 jusqu'en 2020, nous serons dans une situation constitutionnelle qu'on appelle la cohabitation dans le gouvernement. Donc, le Premier ministre sera issu du bord de l'opposition. Et puisque nous avons 2 parties prenantes qui sont radicalement opposées dans leur politique, alors vous verrez que le président va déterminer la politique du pays, mais le Premier ministre va refuser de l'exécuter. Vote de défiance au niveau de l'Assemblée nationale? J'en viens. Donc la conséquence, c'est que le pays sera non gouvernable et maintenant des votes de défiance, des votes de poursuite de certaines personnes à la CPI, toutes sortes de choses, des dispositions vindicatives seront votées à la minute parce que l'opposition a la majorité écrasante. Les réformes dont nous parlons... Mais quand même, réglementairement, le chef de l'État, ou bien selon la loi, le chef de l'État peut toutefois dissoudre cette assemblée et convoquer une élection anticipée. On en vient. Donc vous voyez la situation. Donc vous voyez la situation. Donc en cela, oui, nous avons obtenu ce que nous voulons, mais ça nous mettra dans une autre tension dans le pays. Les autres qui sont de l'autre côté, si je veux parler de l'UNIR, ils ne vont pas laisser cette assemblée agir comme ça et prendre des dispositions contre eux. Alors la tension que la CEDEAO ne veut pas sera réallumée. D'où donc si on laisse, je viens à vos 2 hypothèses. Si on laisse le gouvernement conduire le processus électoral tel qu'il le fait maintenant, ça peut aboutir à un lendemain incertain. Et si la CEDEAO fait les choses de manière assez transparente, ça peut également favoriser l'opposition à avoir une majorité écrasante et bloquer la situation plus finalement. On aboutirait à quoi? En fait... et qu'y a-t-il lieu de faire? Non, je n'ai pas fini mon analyse. Oui. C'est que je dis, c'est qu'on rentrerait dans une crise.
Et lorsque nous rentrerons dans cette crise-là, alors on retournera à la case départ. Donc c'est ce que la CEDEAO ne voudrait pas. C'est une hypothèse encore. Alors d'où le silence de la CEDEAO, laissant le gouvernement avancer dans son processus, lui permettant peut-être d'avoir sa majorité et que le pays soit gouvernable jusqu'à ce que nous rentrions dans les procédures et les processus réels d'organisation d'élections présidentielle, qui est une élection la plus importante et qui nous conduirait vraiment à la résolution de la crise et à l'alternance. Alors, pasteur Bavon, est-ce que les Togolais doivent faire confiance à la CEDEAO? Vous n'allez pas répondre tout de suite. Nous allons marquer la pause et on revient. Studio, mesdames et messieurs, avec notre invité, pasteur Bavon Johannes, qui nous vient du phare, Front des architectes de la République. Alors, pasteur, je vous posais tout à l'heure la question de savoir, face ou au regard de la situation actuelle dans le pays, et tel que vous avez émis les hypothèses avec chacune des deux, leurs conséquences, est-ce que les Togolais peuvent encore faire confiance à la CEDEAO? Merci Joachim. En effet, nous sommes obligés de faire confiance à la CEDEAO jusqu'à la fin du processus de résolution de la crise. Donc jusqu'en 2020. Lorsque nous prenons l'hypothèse première que j'avais émise, qui est l'hypothèse du complot, moi je pense que les gens qui sont à la CEDEAO ne sont pas trop bêtes, hein? Même s'ils veulent comploter contre les Togolais, ce ne sera pas si tôt à l'aurore de la résolution de la crise, quoi. Ils pourraient quand même passer par un autre mécanisme et nous tromper jusqu'en 2020, et là où ils vont nous faire vraiment le coup. Mais déjà ici, ils sont en train de laisser couler UNIR, de le laisser aller dans son processus unilatéral. Donc cela veut dire qu'il y a quelque chose d'autre à comprendre. Nous nous permettons au phare, à chaque fois qu'il y a un sujet important comme ça, de pouvoir nous mettre les deux bouts pour pouvoir faire une analyse un peu plus scientifique. Donc c'est là où je disais que la deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse d'apaiser le pays. Parce que lorsque l'opposition aurait une majorité écrasante à l'Assemblée, nous avons déjà vu les conséquences. Donc, ces conséquences-là ne seront pas salutaires pour le pays. Oui, mais quand même, je vous fais observer au niveau de l'article 66 de la Constitution de la 4e République qui dit ce qui suit. Le président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions. Donc, le Premier ministre sera issu, est-ce qu'il sera issu forcément du rang de l'opposition si cette opposition arrivait à avoir la majorité à l'Assemblée nationale? Absolument, et c'est forcé. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un régime présidentialiste. C'est pourquoi ce régime est un peu confus à comprendre pour les gens. Dans le régime parlementaire, exemple, en Grande-Bretagne, la reine ne nomme pas le Premier ministre. Le Premier ministre est issu directement des élections générales, c'est-à-dire législatives, et donc celui qui a la majorité, c'est lui qui devient automatiquement Premier ministre. Donc les élections imposent le Premier ministre à la reine et au pays. Maintenant, dans le régime présidentialiste, exemple la France, que nous sommes en train d'imiter d'une manière un peu bifurque. Donc vous allez voir que dans ce régime, le Premier ministre est toujours nommé par le président. Même si l'opposition a une majorité écrasante ou large à l'Assemblée, c'est l'opposition même qui choisit le Premier ministre et le propose au président de la République. Et le président de la République, par procédure, le nomme. Mais dans ce cas-là, il serait difficile de le révoquer. Nous avons connu ce problème de cohabitation au Togo en 1994, lorsque l'opposition avait la majorité. Et finalement, vous avez vu comment le pays a été. Le pays a été non gouvernable. Il y avait eu trop de problèmes, on n'a pas pu avancer. C'est toujours comme ça l'expérience à chaque fois qu'on est en situation de cohabitation. C'est pourquoi même en France aujourd'hui, un président qui vient, si on ne veut pas sa tête, quel que soit comment, il est venu, même si les autres ne veulent pas sa tête, on vote quand même pour qu'il puisse avoir la majorité au Parlement et conduire
la politique. Donc, c'est ce que la CEDEAO peut-être ne souhaiterait pas pour le Togo. C'est pourquoi la CEDEAO leur permet d'avancer. Mais c'est pour cela que UNIR ne devrait pas se réjouir. Oui, mais quand même, cette avancée, cette conférence des évêques du Togo a dit ce qui suit. La préparation unilatérale des élections en violation flagrante des dispositions, de certaines dispositions contenues dans la feuille de route des médiateurs de la CEDEAO risque de conduire de nouveau le pays vers le chaos. Tout à fait. Et les évêques ont raison. Je vais vous dire ceci. Est-ce que vous croyez que la communauté internationale, le G5, l'ONU, l'Union africaine, la CEDEAO, eux tous vont comploter contre le Togo pour nous pousser vers la guerre civile? La question reste posée. À quelle fin? Donc, au niveau du phare, nos sources et ceux qui travaillent dans nos analyses politiques et tout, vous allez constater que nous avons une certaine manière de voir les choses et d'analyser les sujets. Nous ne sommes pas emportés par l'émotion. On veut voir bien les choses. C'est pourquoi je vous dis, même la CEDEAO en train de laisser UNIR avancer comme ça, UNIR ne devrait pas se réjouir pour autant. Parce que la fuite, premièrement, la fuite du rapport de M. Alioune Fall dit déjà grand chose et la CEDEAO demande qu'ils aillent dans le sens des rapports de cet expert. Le maintien de la nouvelle CENI composée pour faire quoi? Tout cela, encore d'autres indices à prendre en compte. Et lorsque l'Union européenne, le comité de l'Union européenne était arrivé la dernière fois en réunion avec le gouvernement, il disait que nous ferons tout ce qui est de notre possible pour permettre qu'il y ait des élections transparentes et crédibles au Togo, n'est-ce pas? Alors que actuellement ils se sont tus sur cette élection. Voici cette élection législative qui leur cause réel problème. Et nous, au phare, nous avons été... C'est la CEDEAO elle-même qui a imposé cette date. Oui, je voulais dire, nous, au phare, nous avons été d'accord avec le peuple, avec la C14, dans sa réaction, dans son signe fort, le signal fort qu'il a envoyé à la CEDEAO disant: lorsque vous laissez les choses aller comme ça, nous sommes prêts à reprendre la rue. Et c'est normal en politique, et parce que ce sera suicidaire pour la C14 de ne rien faire et de laisser les choses aller comme ça et participer. Tout compte fait, d'une manière ou d'une autre, vous allez voir que les choses seront arrangées, les élections seront faites, mais ne rêvons pas la majorité pour notre opposition à l'Assemblée, parce que ceux qui conduisent ce processus de résolution, ils savent un peu les conséquences d'une situation de cohabitation. Donc, c'est tout cela avec les expériences des autres pays qui nous permettent de dire que nous sommes sur un bon chemin. Nous permettons d'avoir encore de l'espoir et la lutte continue jusqu'à la fin. Autrement dit, vous êtes pour les élections du 20 décembre prochain? Non, moi je ne vais pas aux élections du 20 décembre, pas du tout, parce que c'est non praticable. Ce n'est pas faisable. La faisabilité est trop faible, dans la mesure où le recensement, déjà, nous l'avons dénoncé, et nous attendons un rapport qui viendra nous dire qu'il y a eu rectification des erreurs dans le recensement. Et autre chose, la préparation est trop précipitée pour le 20 décembre et nous souhaitons le recul de la date et un peu d'arrangement dans les choses pour que les uns et les autres soient apaisés. 22 21 80 99 92 02 80 63 pour être en direct avec nous. Vous avez une question à poser donc à notre invité. Nous prenons le premier intervenant qui est en ligne avec nous. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, cher ami. Oui, Pelé, nous vous écoutons. Oui, allez-y pour la question. La CEDEAO est dans une complicité de voler les élections pour que Faure ne soit plus candidat en 2020. Oui, c'est ça. Ah bon. Ok, merci et bien noté pour vous. Nous allons prendre le deuxième intervenant qui est en ligne avec nous. Allô? Oui, monsieur Kokou, nous vous écoutons. Salut le pasteur. Tout d'abord, je voudrais savoir si le phare est un
organisation de la société civile, bien un parti politique. Un mouvement politique a-t-il dit, si vous nous avez suivis? Un mouvement politique. Oui. Donc si je comprends bien, les gens de ce mouvement peuvent aller aux élections. C'est la première question. D'accord. C'est comme M. Pasteur. Vous êtes homme de Dieu. Et souvent, on nous dit que le Togo, le problème togolais dépasse tout le monde et qu'il faut se remettre à Dieu. Si vous attendez ce genre de déclaration, comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce qu'on peut laisser tout se retourner à Dieu sans qu'on ne se passe? Merci beaucoup. D'accord. Bozambo, bonjour. Bonjour. Oui, nous vous écoutons. Bonjour à notre invité. Bonjour. Ok, je voulais vous demander quelque chose. Monsieur Joachim, la CBAO était venue à 2015. Il nous a dit que, avec consensus, il faut aller à ces élections-là. Plus de 80% qui sont ressentis par témoin. Donc, si on veut faire corriger le fichier maintenant, ça va dépasser 6 mois avant de faire la correction des fichiers. Et maintenant, la CBAO envoie quelqu'un de venir vérifier les fichiers qui est au moment donné d'un mois d'aller aux élections. Vous voyez ce que la CBAO est en train de faire. Donc, eux, ils n'ont qu'à faire leurs élections. Je dis à l'opposition aussi, IFA ou bien cours d'autres là, personne ne dira pas à ces élections que les documents de CBAO n'est pas abouti. Oui. Oui, terminé. Je me demande si quelqu'un parmi eux sont allés déposer les candidatures, il y aura des problèmes vers les Togolais. Ça ne doit pas être une menace, mon cher ami. Bozambo. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Nous allons prendre Armand. Bonjour. Bonjour, Joachim. Oui, nous vous écoutons. Ah bien, écoutez, bonjour à l'invité. Bonjour, monsieur. Ah bien, d'écouter notre pasteur. L'enjeu, au fait, c'est 2020. C'est en 2020 c'est 2020 qui cristallise toutes ces tractations, tous ces calculs politiques. Oui. Et bon, à dire que l'élection législative n'est pas très importante, pourquoi tous ces contournements sur 2020? D'accord. Bien noté. Et nous allons revenir maintenant en studio avec notre invité, pasteur, le dernier intervenant. Si c'est 2020 qui constitue le point de mire, alors pourquoi toutes ces agitations à partir de 2018? Merci à l'auteur de la question, parce que c'est une question qui me rappelle quelque chose que je devrais dire dans les analyses. En fait, les agitations en 2018 maintenant sont justifiées parce que l'opposition ne peut pas aller aux élections législatives dans ces conditions. Et l'opposition s'entend à ce que la CEDEAO corrige les tirs d'abord avant d'aller aux élections. Même si la C14 va aux élections maintenant, la C14 fera figure de traître devant le peuple. Dans la mesure où c'est la C14 qui a demandé la vérification des fichiers et recensement RBE, recensement biométrique et tout cela. Donc, ce qui n'a pas été fait. Et finalement, la CENI qui doit organiser les élections n'a pas été mise en place et tout. C'est comme si la C14 elle-même se livre à l'abattoir. Donc, on comprend ces agitations. Mais ce qui est important ici, c'est que la CEDEAO, bon, dans la résolution de la crise, ne devrait pas miser trop sur les législatives. Pourquoi? Parce que si la CEDEAO arrive à nous aider dans la transparence des scrutins et tout, en 2020, ce que la CEDEAO fera de toute façon, parce que nous voulons croire en ça. J'ai déjà posé la question là tout à l'heure. Qu'est-ce que la communauté internationale et eux tous gagnerait en se complotant contre ce petit Togo. Donc, c'est pourquoi nous avons... Mais n'oubliez pas quand même qu'au Togo coule le lait et le miel. Allez-y. Merci, je sais. Donc, vous voyez, donc je me dis que la CEDEAO doit savoir que s'il y a un nouveau président en 2020, il peut suspendre, dissoudre l'Assemblée, réorganiser les législatives à sa manière
et on retournerait à une majorité solide de cette mouvance politique. C'est pourquoi on a l'impression que la CEDEAO n'est pas en train de prendre la situation actuelle au sérieux, comme s'ils ne sont pas trop actifs. Mais nous voulons, dans cette hypothèse-là, croire qu'il y a autre chose qui est plus importante devant que cette organisation serait en train de poursuivre. Donc, donnons la chance à la CEDEAO d'aller à son rythme à la résolution de la crise. Donc, nous n'avons que ça. Soit la CEDEAO, on la laisse avancer, ou soit nous prenons les armes. Vous pouvez aller aux élections, étant donné que vous êtes un mouvement politique? Non, nous sommes un mouvement politique, mais on s'est dit que dans les contextes actuels, personne au phare ne va aux élections. Et donc, nous n'avons pas déposé de candidature pour les législatives. Et nous préférons être neutres dans la situation pour pouvoir faire des analyses impartiales. Oui, maintenant, le problème togolais dépasse les hommes et il faut se retourner vers Dieu. Qu'en dites-vous en tant qu'homme de Dieu? Je vais peut-être vous surprendre un peu. Il y a une partie qui est de la responsabilité de Dieu, une partie qui est de la responsabilité des hommes. La responsabilité de Dieu est déjà établie. Dieu a déjà dit ce qui doit être dit. Maintenant, il appartient à chaque homme d'embrasser sa responsabilité. Je vous ai dit une fois ici, sur ce plateau, que les pays qui ont connu la guerre civile, eux aussi, ils ont Dieu là-bas. Ils ont des pasteurs, ils ont des gens qui prient. Mais comment se fait-il que, malgré leurs prières, ils sont parvenus à la guerre civile? C'est parce que les hommes n'ont pas pris leurs responsabilités. D'où nous ne sommes pas dans cette logique de prier, que Dieu vienne faire. Moi, personnellement, en tant que pasteur, je ne suis pas dans cette logique-là. Moi, je demande plutôt à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Il me dit et je fais. Mais je ne prie pas, oh Seigneur, donne-moi ceci, fais-moi ceci. Il n'y a aucun Seigneur qui fait quelque chose à quelqu'un. Donc, Dieu intervient dans la situation togolaise pour que celle-ci soit résolue. Ce n'est pas bien. Que Dieu intervienne? Oui, pour la résolution de la crise togolaise. Le problème même, c'est il faut se poser cette question. Si Dieu devrait intervenir, pourquoi est-ce qu'il n'a pas intervenu depuis là et il laisse les gens mourir au Togo, dans les crises et tout ça? C'est parce que Dieu a déjà fixé notre solution pour nous, quitte à nous maintenant d'aller vers cette solution. Pourtant, moi, je ne continuerai pas à prier quand même. Oui, prier bien sûr. D'accord. Il faut faire ce qu'il faut faire d'abord. Voilà, chacun en ce qui le concerne. Voilà. Mais je dois assumer ma responsabilité aussi. Si Dieu, lui aussi, il est en train de faire la sienne. Alors, maintenant, pasteur, Bozambo a posé une question tout à l'heure, là, par rapport au consensus sur le recensement qui a été fait, disons, le fichier électoral en 2015. Et maintenant, il dit que pour corriger ou dépoussiérer un fichier en bonne et due forme, il faut minimum 6 mois. Tout à fait. Et il a menacé même les gens qui seront tentés au niveau de la coalition d'aller déposer des candidatures dans la situation actuelle. Est-ce qu'il n'outrepasse pas, il ne franchit pas la ligne rouge? Non, il a parfaitement raison. Il est en train d'exprimer sa colère et ça se comprend. Il faudra comprendre que, justement, la correction de ces fichiers devrait normalement prendre assez de temps. Donc, si cela n'a pas été fait, et pourtant, la CEDEAO ne dit rien, le gouvernement avance dans cette organisation, cela confirme encore notre analyse osée, vous comprenez, avec l'hypothèse que la CEDEAO voudrait épargner le Togo des tensions inutiles en amont des choses importantes à venir. Parce que la correction de ces fichiers, je ne pense pas qu'on irait aux élections présidentielles avec le fichier actuel. Oui, donc, et la tension que nous sommes en train de voir dans les rues serait devenue autre chose en 2020. Et ça, le monde entier le sait. Donc, nous devons avoir espoir. Nous devons avoir espoir. Alors, pasteur, nous tendons vers la fin de l'émission, mais quand même, demain, après-demain, vendredi 23 novembre, vous avez une grande cérémonie, c'est-à-dire la dédicace ou la sortie officielle de plusieurs livres que vous avez édités. Il s'agit d'abord de réussir les études par les loisirs, la psychologie des parents modernes, la psychologie des enseignants modernes. Tout ça, pour vous seul? Non, ce n'est pas moi, ce ne sont pas mes livres. Ce ne sont pas mes livres personnels. J'appartiens à un groupe des experts et à un groupe de psychoneurologues, éducateurs, juristes. Que vous appelez Voilà, que nous appelons groupe Megamind. D'accord. Donc c'est un groupe international, ce sont eux qui ont écrit cela. Et ils ont écrit ça pour aider l'éducation en Afrique. Donc cela veut dire que
ce vendredi, ces livres seront dédicacés au Togo. Oui. Donc moi, en tant que membre de ce groupe, j'ai demandé à représenter la distribution de ce livre. Donc les alternatives contre la punition corporelle, parce qu'on a demandé que les enseignants ne punissent pas les enfants, mais on ne leur a pas donné d'autres outils. Et ils ne savent plus quoi faire. Le système LMD aussi est venu. La façon d'apprendre avant ne doit plus être la même. Donc il faudra que cela change. Et c'est ce vendredi où? C'est à l'Institut français du Togo. Et à quelle heure? C'est à 17h30. À 17h30. Est-ce que monsieur tout le monde est invité? Tout le monde est invité. Vous venez découvrir de quoi il s'agit? Oui, les livres seront Est-ce qu'on disponibles. peut en acheter ce jour-là? Sur le champ, oui. D'accord. Pasteur Bavon, merci d'être venu chez nous. Ça a été un plaisir pour nous. Voilà, mesdames et messieurs, c'est fini pour le rendez-vous d'aujourd'hui, mais quand même, le pasteur Bavon, il vous invite pour la dédicace des livres. Ce serait donc le vendredi 23 novembre 2018 à 17h30 à l'Institut français du Togo vers l'ancienne direction générale de la douane. Et vous allez pouvoir acheter le livre Réussir les études par loisir, la psychologie des parents modernes et la psychologie des enseignants modernes. Merci à tous de nous avoir reçus chez vous. Merci à IT. Merci pour l'accompagnement technique. Et bonne journée à toutes et à tous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.